qui n'est pas sans conséquences avec un coût social et de sécurité sociale très important, et avec comme conséquence aussi l'augmentation très importante du nombre d'Alzheimer. Et on verra pourquoi. Je ne vous ferai pas l'affront de vous définir le diabète. Je pense que tout le monde ici dans la salle sait ce que c'est. Il y a beaucoup de patients qui ne se connaissent pas diabétiques. Et c'est là où le problème, c'est un gros problème parce qu'on les découvre au décours de complications qui sont des fois assez invalidantes. Mais ceux qui se connaissent diabétiques, soit qu'il y a un déni, soit qu'ils ne réalisent pas la gravité de ce qu'ils ont. Parce que le diabète ne fait pas mal, on le découvre dans une prise de sang, une glycémie qui est élevée, ça fait pas mal, donc pour eux, tout va bien. Deux types de diabète, le diabète de type 1, du jeune, maladie auto-immune, il n'y a pas d'insuline, le diabète de type 2 qui survient beaucoup plus tard, lié au surpoids, à l'exposition prolongée à des facteurs inflammatoires. L'insuline, elle est là, mais elle n'arrive pas à faire son boulot. Le diabète gestationnel qui survient au cours de la grossesse, qui s'amende, qui part ou qui reste après la grossesse. En général, il survient chez une femme qui est en surpoids avant de tomber enceinte. Alors, sur cette photo, on voit une cellule. On voit une cellule normale, malheureusement le compteur ne marche pas avec la télé. Une cellule normale avec un récepteur de l'insuline normale qui internalise l'insuline, et la porte s'ouvre et fait rentrer le glucose. Alors ça, c'est le cas normal. Chez le diabétique de type 1, il n'y a pas de... le récepteur et la porte sont intacts, mais il n'y a pas d'insuline pour ouvrir la porte. Chez le diabétique de type 2, le récepteur est abîmé, il n'arrive pas à internaliser, c'est une relation clé-serrure, et la porte s'ouvre par intermittence, s'ouvre mal, si bien qu'on a beaucoup d'insuline qui circule et beaucoup de glucose qui reste en circulation. Quelle fréquence du diabète? Dans la région MENA, on était 35 millions de diabétiques en 2015. En 2040, on sera 2 fois plus, soit 72 millions. Le diabète tue une personne toutes les 6 secondes. C'est juste catastrophique. Des complications du diabète. Pourquoi s'inquiéter du diabète? La glycation, c'est quand le sucre se colle aux protéines, elles deviennent handicapées, elles ne peuvent plus faire leur boulot. Toutes les réactions dans notre corps biochimique sont des réactions clé-serrure. Et les protéines, c'est comme si on mettait dans une serrure un chewing-gum, la clé ne peut plus rentrer, elle ne peut plus faire son boulot. Et donc on a une baisse de toutes les fonctions de l'organisme, baisse de l'immunité, des défenses antioxydantes, baisse de la fabrication des neurotransmetteurs, accélération du vieillissement. Le diabétique fait tout plus rapidement que les autres. Il fait beaucoup de cancers, il les fait beaucoup plus tôt que le reste de la population. Alors ça se manifeste par des baisses de régime global, des maladies de plus en plus sérieuses, cécité, AVC, infarctus du myocarde, insuffisance rénale, des amputations. Toute protéine glyquée où le sucre se colle et les vulnérables à l'inflammation et au stress oxydatif, c'est le cas du récepteur à l'insuline qui, quand il est oxydé, n'arrive plus à fonctionner correctement et cette relation clé-serrure avec l'insuline ne peut plus se faire. Également, l'ApoB du LDL, c'est cette étiquette qu'on a sur le LDL, le mauvais cholestérol qui n'a rien de mauvais. Il fait son job, quand il s'oxyde, il n'est plus reconnu, il n'est plus transformé par le globule blanc en ApoA1, qui est le recycleur, qui est l'HDL de retour. Quand on peut avoir beaucoup de cholestérol, si l'ApoB n'est pas oxydé, il y aura le retour, il n'y aura pas de problème. On peut avoir peu de cholestérol, s'il est oxydé, il ne sera pas reconnu, même si le cholestérol est bas. On devient intolérant au glucose, on l'objective avec l'index OMA, c'est très important l'index OMA. On a tendance à demander la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, la postprandiale, on ne demande jamais l'insulinémie à jeun, ni l'index OMA, et ces deux notions sont très importantes, il faut les demander quand on a quelqu'un qui est en intolérant au glucose ou diabétique. Sur ce slide, il est magnifique celui-là, on a ici la glycémie, ici l'insulinémie à jeun. Là, on a l'insuline qui est normale,
la glycémie qui est normale à 0,8-0,9, mais à quel prix? Beaucoup d'insuline. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où commencent les problèmes. À un certain moment, l'insuline, le pancréas se fatigue, il crache moins d'insuline, l'insulinémie baisse et le diabète s'enclenche avec une montée de la glycémie ici. L'index OMA, c'est ça reflète et l'insulinémie à jeun et la glycémie à jeun. En mauve, on a ce rectangle, c'est le non diabétique, normal. Là, c'est le non diabétique, mais insulino-résistant en vert. Et en rouge, c'est le diabétique. Alors, on a chez le non diabétique, non insulino-résistant, 100% de sensibilité pour 100% de sécrétion. Et cette superficie, ce rectangle, c'est l'index OMA, elle est de 100%. Le non diabétique, mais insulino-résistant, comme il a une sensibilité moindre, ben, il compense par beaucoup d'insuline, mais il garde une superficie, il est toujours non diabétique. Et c'est là où il faut agir. Il faut agir avant qu'il ne devienne diabétique. Le carré rouge, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de sécrétion, et la superficie est réduite. À la longue, beaucoup d'insuline dans le corps n'est pas sans conséquence. L'insuline est une hormone de stockage. Elle stocke les triglycérides dans le foie, ça donne la stéatose hépatique. Elle stocke aussi les triglycérides dans la graisse. Et quand ça se stocke au niveau abdominal, bah, ça donne l'obésité abdominale au-dessus de la ceinture. C'est l'obésité androïde qui est pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires et qui est et de toutes les maladies de civilisation et du diabète aussi. Par contre, l'obésité gynoïde au-dessus de la ceinture, elle est physiologique. Chez la femme en âge de procréer, c'est une réserve de graisse en vue d'une grossesse ou d'un allaitement. Sur le slide là-bas, on voit la courbe croissante de la mortalité en fonction, en abscisse, du tour de ventre. Il y a une montée exponentielle avec le tour de ventre. Cette graisse viscérale, intra-abdominale, au-dessus de la ceinture, elle est dynamique. Elle entraîne un flux d'acide gras libre qui se transforme en triglycérides. Ces triglycérides désensibilisent le récepteur à l'insuline et augmentent la masse graisseuse. Le syndrome métabolique, c'est une complication du surpoids qui associe 3 facteurs de ces 5 facteurs ou plus: obésité viscérale, résistance à l'insuline, hypertension, augmentation des triglycérides, faible taux de HDL. Et elle multiplie par 3 le risque de pathologie cardiovasculaire. Pourquoi on devient diabétique? Bien sûr, il y a une part de génétique, mais avec la pire des génétiques, c'est notre alimentation, notre mode de vie, la surabondance d'aliments industriels et la formule magique sédentarité junk food qui est à l'origine de toutes les maladies de civilisation, dont le diabète. Et l'ONU a tiré à plusieurs fois la sonnette d'alarme à cause de ces choses-là. Le syndrome de Laron, c'est une petite population du sud de l'équateur qui ne fait jamais de cancer ni diabète. Mais le bémol, elle est de petite taille et en surpoids. Je suis désolé, le pointeur ne marche pas sur un écran de télévision. Quelle est cette anomalie génétique? Ils ont l'hormone de croissance, mais ils n'ont pas le récepteur de l'hormone de croissance. Quelle leçon en tirer? Il suffit de réduire les aliments qui contiennent beaucoup d'hormones de croissance, c'est-à-dire les viandes rouges et les produits laitiers. On fait baisser le risque de cancer et de diabète en réduisant ces choses-là. Aussi, pour faire baisser l'hormone de croissance, il suffit de jeûner, de faire un jeûne intermittent. Bien sûr, il faut l'adapter aux diabétiques, parce que si on jeûne, il faudra réduire les doses d'antidiabétiques. Et en jeûnant, on réduit l'hormone de croissance et son complice, l'insuline. La metformine a un effet anti-hormone de croissance. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas la donner à un adolescent qui a un diabète de type 2, parce qu'on va casser sa courbe de croissance. Vous allez me dire, un adolescent ne doit pas faire de diabète de type 2, et on voit de nos jours beaucoup de diabétiques à cause du surpoids et de l'obésité. Rien qu'à titre indicatif, au Mexique, le litre de Coca-Cola coûte moins cher que l'eau potable. Et donc, ils boivent plus de coca que d'eau. D'autres raisons de l'insulinorésistance, l'inflammation, c'est le moteur de toutes les maladies de civilisation, y compris le diabète. Et l'inflammation est toujours présente dans le surpoids, à cause de la graisse, parce que la graisse est inflammatoire, dans la dysbiose, quand l'intestin devient inflammatoire, la pollution est inflammatoire, le stress, le manque de sommeil, la sédentarité, et tous ces facteurs-là, c'est des leviers sur lesquels il faudrait qu'on agisse pour amender un petit peu et faire reculer le diabète, et au moins ne pas arriver aux complications. Il y a aussi le deuxième facteur d'insulinorésistance, après l'inflammation, c'est le déficit en magnésium.
il faut savoir que le récepteur à insuline n'est actif que quand il est phosphorylisé. Et toutes les phosphorylisations sont magnésiodépendantes. En outre, là, dans le cycle de Krebs, les calories, pour les brûler au feu de l'oxygène, pour arriver à l'ATP, toutes les réactions sont magnésiodépendantes. Et donc, c'est très très important de supplémenter le diabétique et même le non-diabétique en magnésium. Peut-on guérir du diabète? On peut au moins ralentir son évolutivité et ne pas arriver aux complications. Il faut agir dans cette phase silencieuse, la phase immergée de l'iceberg, où on a le syndrome métabolique et l'insulinorésistance. Alors, quels sont les aliments les plus diabétogènes? Ça coule de source, le sucre rapide, pas la peine il augmente la glycation, augmente les triglycérides. C'est un tueur silencieux. Les sucres rapides sont à bannir. De temps en temps en prendre, ça ne pose pas de problème, mais en faire une collation quotidienne, c'est pas possible. Le fructose sauveur ou assassin. Dans les années 80, dans les Amériques du Nord, ils ont constaté que le fructose n'augmentait pas l'insuline, ne stimulait pas l'insuline. Alors ils se sont dit bingo, on va donner le fructose à la place du glucose et on va régler le problème de l'obésité et du diabète. Ben non, le fructose rentre en compétition avec le glucose et empêche le glucose de rentrer dans la cellule et fait augmenter la glycémie. Il entraîne la fructation exactement comme la glycation, il paralyse les protéines et il augmente les triglycérides. Le fructose ajouté est le principal moteur du diabète. J'entends par là, c'est pas si on prend un ou deux fruits, le diabétique peut les prendre. Un fruit, il y a un petit peu de fructose, mais il y a des fibres, il y a un totum d'antioxydants, de minéraux, ça pose strictement aucun problème. Mais le sirop d'agave, le miel, les dattes, les figues séchées, le fructose ajouté dans les pâtisseries pour le substituer au sucre, c'est juste catastrophique, c'est diabétogène. La réaction de Maillard, c'est ce roussi, comme ça, c'est des glycotoxines. C'est catastrophique. C'est des coupables criants de la montée de l'obésité et du diabète, mais pas que. Et là, on voit tout ce qu'on mange pratiquement au quotidien, le caramel, la caramélisation, les pilons, le poulet comme ça croustillant, c'est magnifique, le damier sur la pièce de saumon, tout ça, c'est diabétogène, c'est cancérigène, ça donne l'Alzheimer, ça donne la Parkinson. Il faut arrêter ces choses-là de temps en temps, à une occasion festive, ça pose pas de problème, mais sinon, il faut arrêter tout ça. Le sel impuissant diabétogène, contre-intuitif, le sel tension, l'AVC, là c'est complètement contre-intuitif, mais le sucre, le glucose ne peut pas rentrer dans la cellule s'il n'est pas accompagné de sodium. Ça a été découvert par une équipe lilloise qui a constaté que les patients qui avaient subi la chirurgie par bypass pour l'obésité, ils guérissaient de leur diabète avant même de perdre du poids. Et c'est cette dérivation qui a été faite ici. Cette dérivation, elle sépare le bol alimentaire de la bile qui est très riche en sodium, si bien que le sucre sur un très long trajet n'est pas absorbé. Il n'est absorbé qu'à la phase terminale de l'intestin en petite quantité. Donc il guérit du diabète. Donc la restriction en sel est un axe fondamental du traitement du diabète. Non seulement pour la tension, pour l'AVC, mais également pour prévenir le diabète. Les viandes diabétogènes, elles sont très inflammatoires, riches en microbes, en polluants, en facteurs de croissance. Et l'adénovirus, les virus dans le poulet, l'adénorivirus particulièrement dans le poulet, favorisent la multiplication des adipocytes et donc le surpoids et la graisse abdominale. Tiens, je le dis. On en discutera dans le dernier petit quart d'heure. Là, il n'y a pas de restriction. Il faut modérer les choses. Alors, les graisses et le diabète, notre alimentation actuellement, il y a trop d'oméga 6 pour peu d'oméga 3. Les oméga 6 sont très inflammatoires. Les oméga 3 contrecarrent les oméga 6, ils sont anti-inflammatoires. Le ratio idéal serait de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Malheureusement, dans notre alimentation, ce ratio tourne autour de 18 et c'est catastrophique. Les graisses trans font pire, les graisses partiellement hydrogénées. Elles donnent de l'insulinorésistance, le cancer, elles donnent plein de mauvaises choses. C'est des graisses qui sont cachées dans les chips, dans le junk food, dans
dans les biscuits, dans les margarines, dans les frites. C'est catastrophique, il faut arrêter ça, c'est très mauvais pour la santé, c'est cancérigène, c'est diabétogène, et ça donne les maladies cardiovasculaires. La flore et le diabète, c'est un axe récemment découvert. Chez le diabétique et l'obèse, il y a une flore qui est appauvrie, qui est riche en pathogènes. Et ce qui altère la flore, c'est exactement ce qui donne le diabète. C'est-à-dire les sucres rapides, les viandes, les graisses saturées, les oméga 6, les édulcorants. Et on rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que déjà, on favorise, déjà ces substances donnent le diabète, mais la flore qui s'altère favorise encore plus le diabète. Et les buveurs de soda zéro ont un risque de diabète augmenté à cause de ces édulcorants. Alors, certaines bactéries favorisent la captation de graisse par le tissu adipeux, c'est les firmicutes qui sont très fréquentes chez l'obèse et le diabétique. D'autres qui manquent dans le surpoids auraient dû sécréter des substances qui protègent, le butyrate, le propionate, qui sont des substances très importantes qui nous protègent. Et on va zoomer sur une bactérie qu'on appelle l'Akkermansia mucidifila, qui protège du diabète, c'est acté. Elle a été découverte par le professeur Cali de Belgique en 2004. Et en 2013, il a découvert que son administration protégeait en partie de l'obésité et du diabète de type 2. Et là, cette publication, on a donné un régime riche en graisse à des souris, avec ou sans Akkermansia, le même régime, riche en graisse, avec l'Akkermansia, la souris grossit 2 ou 3 fois moins que quand il n'y a pas l'Akkermansia. Alors, l'environnement, le mode de vie et le diabète. Alors, le rôle insoupçonné de la pollution, on est envahi par les perturbateurs endocriniens. Ils sont présents dans tous les aspects de notre vie, dans l'eau qu'on boit, l'eau du robinet, dans les pesticides des aliments, dans les transports, dans les cosmétiques, dans les xénobiotiques. Et l'exposition commence in utero. Quant à la pollution aérienne, elle aussi, elle est pourvoyeuse de diabète de type 1, mais également de type 2, à cause des particules diesel et des particules fines. Le stress, un autre diabétogène, le stress modifie notre comportement alimentaire parce que par manque de sérotonine, on a de la prédation déplacée, on va vers tout ce qui est sucré, et le stress augmente la noradrénaline qui, pour libérer l'énergie, va transformer le glycogène en glucose et augmente la glycémie. Donc le stress est diabétogène. Les manques de sommeil réparateur, ça dérègle aussi l'appétit avec une tendance aux dépendances et au sucré. Le manque de sommeil est inflammatoire. Et il faut bien comprendre que dans le diabète, tout est lié. Il faut prendre conscience du caractère multidimensionnel de cette pathologie et la manager dans une approche beaucoup plus globale. La sédentarité réduit la masse musculaire, augmente la masse grasse. La sédentarité tuerait plus que le tabac. Alors, de quel outil on dispose? Plus de végétaux, moins de viande. Les végétaux sont beaucoup moins pollués, riches en fibres, riches en minéraux, en antioxydants, en polyphénols. On va privilégier les protéines végétales, les céréales complètes ou semi-complètes, les légumineuses, les oléagineux. Plus de glucides lents contre sucre rapide. On prendra des aliments à index glycémique bas, encore des légumineuses, les céréales complètes. Quand on les associe, on a une protéine complète. On n'a pas besoin de prendre de la viande. On peut associer une légumineuse et une céréale riche en fibres, en magnésium. La maturité est très très importante. Une banane très mature, l'index glycémique est très très élevé. La façon de cuire des pâtes al dente plutôt qu'une vermicelle bouillie. Une cuisson prolongée très digère et donc augmente l'index glycémique. Les transformations industrielles. On voit ici que cette transformation industrielle, l'index glycémique monte assez rapidement. Et puis, tous les glucides sont ralentis par des fibres, par des protéines ou par des graisses. Il ne faut pas oublier le sel, éviter les charcuteries, les fromages, les conserves, les sauces, les bouillons. Remplacer la sarrière par un mélange curcuma-gingembre. Ça va être difficile au début, mais en 2-3 semaines, vous allez endorphiner la chose et vous allez constater que ça donne du goût, c'est anti-inflammatoire, c'est antioxydant. On peut rajouter, je vais dire touma, je vais dire l'epsla, je vais dire sartane, plein de choses pour assaisonner en réduisant le sel. La cannelle pour tout ce qui est sucré. Et c'est un médicament hypoglycémique. Les polyphénols, très très importants, neutralisent le fer et le cuivre qui sont inflammatoires et oxydants. Ils sont protecteurs contre le diabète et ses complications cardiovasculaires.
Il faut avoir une assiette colorée, une assiette avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur est un antioxydant, un anti-inflammatoire. Et plus la couleur est foncée, plus le pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire est important. Donc vraiment, il faut beaucoup de végétaux et des couleurs différentes. La cannelle, un médicament hypoglycémiant, il ralentit la vidange gastrique, il baisse les marqueurs biologiques du syndrome métabolique, mais il faut faire attention. La cannelle peut contenir des coumarines anticoagulantes. Si on fait une petite cuillerée à café qu'on disperse toute la journée sur un petit peu des rondelles d'orange ou sur un dessert, ça pose pas de problème. Il faut faire attention au risque hémorragique. L'activité physique, c'est l'antidiabétique le plus puissant que la metformine et tout le reste. Hypoglycémie en pharmacologie augmente la masse musculaire et les mitochondries qui vont consommer. On voit sur ce slide le muscle contracté, le glucose, ici à 90, ici à 50, il rentre par osmose, sans consommer d'énergie et sans l'intervention de l'insuline. Donc, l'activité physique, c'est vraiment un polymédicament, très très important. C'est la première chose à prescrire aux diabétiques, marcher. L'optimisation du sommeil, l'une des mesures phares, c'est de ménager un jeûne nocturne quotidien de 13 heures, le dîner léger tôt, sans protéines animales, avec des glucides complexes, et un petit déjeuner protéiné tardif. Ça permet d'avoir des effets anti-inflammatoires et hormétiques du jeûne. Alors le jeûne, meilleure gestion de l'insuline, sommeil réparateur, réduction de l'inflammation, attention, chez le diabétique, coordonné avec le diabétologue de manière à prévenir l'hypoglycémie et réduire les doses antidiabétiques oraux. Alléger son exposition aux polluants, les pesticides, les protéines animales sont très polluées, il faut ça pose pas de problème, mais tous les jours de la viande, c'est juste catastrophique. Les emballages plastiques, il faut éviter le gras dans les emballages plastiques. Les emballages plastiques sont bourrés de perturbateurs endocriniens qui sont liposolubles, qui vont passer dans le gras. Il faut pas, c'est interdit. Ça, et pour la pollution aérienne, c'est un peu plus difficile de la combattre. Les compléments, impossible de prévenir ou de co-traiter le diabète sans complément alimentaire. Le premier, c'est le magnésium. C'est un polymédicament insuffisamment apporté par l'alimentation. Il faut savoir que notre alimentation, quand elle est saine, elle apporte 240 mg de magnésium par jour. Or, nos AG1 sont de 400 mg. Donc, on va pas faire une cure de 2 mois de magnésium et s'arrêter. Non, tous les jours, on a besoin de plus de magnésium. Il abaisse la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, anti-inflammatoire, anti-surpoids, gère le stress, améliore le sommeil. Et en plus, le magnésium, pour que le récepteur à insuline soit actif, il doit être phosphorylé et les phosphorilisations sont magnésiodépendantes. Donc, il faut du magnésium pour que le récepteur soit actif. Le zinc, l'insuline dépend du zinc, c'est une hormone à zinc, elle réduit la glycémie à jeun. C'est le minéral de l'anabolisme, il permet d'augmenter la masse musculaire, qui va brûler les calories, antioxydant, anti-inflammatoire. La vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est une hormone vedette qui prévient le diabète, l'obésité et qui réduit la mortalité de toute cause. Les oméga-3, efficaces dans le syndrome métabolique, anti-surpoids, abaissent les triglycérides, on les trouve dans les petits poissons gras, dans les œufs, dans l'huile de colza ou en complément alimentaire. Pourquoi ils abaissent les triglycérides? Un triglycéride, c'est un trident où il y a 3 acides gras. Si on le sature par des oméga-3, les oméga-3 sont combustibles, ils vont faire baisser les triglycérides. Les polyphénols, très importants, antioxydants, anti-inflammatoires, baissent tous les marqueurs biologiques du syndrome métabolique. Le champion des polyphénols, c'est la grenade. Les tisanes, le thé vert, antidiabétique aussi, très très important. Le curcuma, anti-inflammatoire, antioxydant, fait baisser aussi les marqueurs du syndrome métabolique. Et le chocolat noir à plus de 70%. Pas du chocolat au lait, pas du chocolat blanc. Du chocolat à plus de 70. Très important. La berbérine. La berbérine est extraordinaire. C'est un phytonutriment qui augmente la captation du glucose, qui baisse le poids corporel, qui augmente la sensibilité à l'insuline et la glycémie à jeun, et elle fait mieux que les antidiabétiques oraux, elle augmente les HDL,
contrairement aux antidiabétiques oraux qui ne le font pas. Alors, la berbérine, sur une étude, comparant la berbérine à la metformine, en complément alimentaire. On y reviendra. La berbérine, sur une étude, là, cette étude, elle montre la supériorité de la berbérine sur la metformine en baissant, elle baisse plus l'hémoglobine glyquée, l'insulinémie à jeun et la glycémie postprandiale. Les vitamines du groupe B, très très important. Ici, pour brûler les calories au feu de l'oxygène à l'intérieur de la mitochondrie, il faut du magnésium sur toutes les étapes, mais également les vitamines B1, B2, B3. Très très important pour le passage du glucose en ATP. La B1, c'est la plus utilisée, elle est neuroprotectrice. Faire très attention chez l'alcoolique, il surutilise la B1 parce que l'alcool est un sucre, un super sucre. La vitamine B8 à dose pharmacologique a un effet hypoglycémiant, c'est la biotine. L'acide alpha-lipoïque stimule la satiété, stimule le métabolisme et diminue la résistance à l'insuline. C'est une molécule cousine de la vitamine B1 et B5. L'évolution de l'être humain, catastrophique, voilà notre évolution au fil des siècles. Demi-tour, on a tout foiré, il faut faire marche arrière et faire demi-tour. Alors, stop au régime. Alors, la théorie des calories est à relativiser. Le premier facteur d'obésité, c'est le suivi successif de régimes hypocaloriques, avec comme effet secondaire cet effet yo-yo, parce que la graisse brûle le muscle, alors que le deal, c'est que le muscle brûle la graisse. Mieux vaut 200 calories d'un smoothie vert comme ça, avec du magnésium, des fibres, des antioxydants, qu'un soda zéro. La version idéale, c'est d'avoir une glycémie et insulinémie dans des valeurs normales, avec un petit déjeuner protéiné, avec un peu de glucides à faible index glycémique. Le déjeuner, idem, plus de protéines. La moitié de l'assiette avec des végétaux. Le quart avec des féculents. Ici, c'est du quinoa. Et puis l'autre quart, c'est une protéine animale. Je reviendrai à la collation santé. Elle est très, très, très importante. Le féculent en accompagnement, pas en plat principal. Ici, on n'a que des féculents. Regardez la charge glycémique. On peut devenir diabétique sans manger de sucre. Et ça, on le fait tous les jours, quasiment, ou plusieurs fois par semaine. La collation, très très importante à 17h, 2-3 carreaux de chocolat noir, avec une petite poignée d'amandes non salées, 1 ou 2 fruits, même chez le diabétique. Ça permet d'augmenter légèrement l'insuline, mais de fabriquer beaucoup de sérotonine qui va se transformer le soir en mélatonine, et ça permet de manger plus léger ou carrément pas, si on n'a pas faim, le soir. Faire très attention, une glycémie comme ça en yo-yo, c'est juste catastrophique. Avec une insulinémie très haut située, élevée toute la journée, c'est pas possible, c'est catastrophique. Bien entendu, quand on fait tous ces changements, il faut faire très attention à l'hypoglycémie. Il faut coordonner ces choses-là avec le diabétologue ou l'endocrino de manière à réduire les doses de médicaments parce que c'est pas possible. Il risque de faire une hypoglycémie avec toutes les conséquences de l'hypoglycémie. Voilà, en définitive, il faut réduire la résistance à l'insuline. Voilà tous les leviers sur lesquels il faut agir. Une alimentation anti-inflammatoire, éviter les sucres rapides, le fructose et ses dérivés, alimentation riche en magnésium, diminuer le sel, consommer suffisamment de fibres et de légumes, gérer le stress, mieux dormir et de l'activité physique. Il faut focaliser sur ce qu'il faut manger et plutôt que sur les excès. Un bon aliment va chasser un mauvais. Il ne faut pas focaliser ou culpabiliser la personne. Essayez de l'inciter à manger de meilleures choses. Bouger de l'activité quotidienne au quotidien. Prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Stationner un petit peu loin pour faire une course. Marcher 300-400 mètres, c'est toujours bénéfique. Il faut... L'activité physique doit être adaptée et ludique à chacun. Le manque de temps, le surpoids, l'âge, c'est pas des barrières, c'est du pipeau. On peut tous faire de l'activité physique, quelle que soit notre condition. Le diabète est multidimensionnel, il faut le manager selon une approche beaucoup plus globale. Et la réussite, c'est la somme de petits
de petits efforts que l'on répète jour après jour, et je vous remercie. Merci.